Cécile de Ménibus. Et ce matin, Philippe Magnière est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Économiste, spécialiste de communication stratégique, président du cabinet Vae Solis Communication. Et pour ce livre qui s'appelle Le Pangolin et l'ISF, comment le monde d'après nous rend fous, aux éditions de l'Observatoire. Donc moi, la première chose qui me vient quand je lis votre livre, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de fantasme autour de ce fameux monde d'après qui est mis à toutes les sauces ? Ah si, moi c'est ma conviction, c'est que l'idée que le monde va basculer, qu'on va complètement changer d'univers est une idée un peu folle. Alors les Français sont assez comme ça, vous savez, c'est notre héritage très... on a une espèce de foi dans des lendemains qui chantent, qui sont accessibles et où tout va changer du jour au lendemain. C'est assez français, on ne voit pas ça beaucoup ailleurs. Et donc cette idée même qu'un monde d'après est accessible à portée de main et qu'il suffit de le vouloir est à mon avis très contestable. Parce que ça hystérise le débat, tout le monde a... Oui, alors ça hystérise, mais en même temps ça permet à tout le monde de s'exprimer parce que chacun a son monde d'après. Donc dans le fond, après tout, pourquoi pas au nom du débat public, de la splendeur des échanges, etc. Mais le truc le plus troublant, je trouve, c'est que cette idée du monde d'après est survenue à l'occasion de quelque chose d'extrêmement trivial auquel plein de gens ont voulu trouver un sens, ce qui à mon avis n'a précisément aucun sens. C'est-à-dire que pour faire simple, il y a un Chinois qui mord dans un pangolin pas frais. Et encore, ça, on n'est pas complètement certain. C'est l'hypothèse et la plus probable, mais enfin ça ressemble à ça. Ça sera, en tout cas, il y a comment dire, une épidémie qui vient très probablement d'un problème alimentaire, sanitaire. Et les gens vous disent, c'est bien la preuve qu'il faut tout changer. Ça, franchement, à mon avis, ça défie un peu l'entendement. Et c'est ce que vous vous amusez à démontrer, si je puis dire, vous vous amusez, parce que vous adorez écrire, dans votre livre, qu'on peut télécharger d'ailleurs en numérique, c'est 75 pages, ça se lit quand même, honnêtement. Ça se lit vite. Assez vite. Non, mais assez vite. Non, puis et c'est pas cher, surtout. Vous démontez un petit peu tous ces arguments des uns et des autres, en disant, oui, mais alors, on vous avait dit, voilà, on touche à la nature, voilà ce qui se produit. Et là, vous démontez tout ça. Oui, parce qu'il y a une espèce d'enchaînement que presque personne n'a questionné. Moi, c'est ça qui m'a frappé le plus au début de cette affaire, c'est que tout le monde disait, vous voyez bien que... Et puis alors en fait quand on regarde on voit rien du tout, c'est-à-dire que les gens vous disent le pangolin c'est une affaire, enfin l'épidémie elle est liée à des questions environnementales, déforestation. Donc en fait l'enchaînement logique est critiquable pratiquement à toutes les étapes et c'est pas moi qui le dis, ce sont des experts. Moi j'ai lu à peu près tout ce qui se produisait sur la question à ce moment-là et en réalité vous trouvez presque à chaque fois qu'il y a un préjugé du type c'est évident que, vous trouvez des experts, ce que je ne suis pas mais je les ai lus, qui disent exactement le contraire. On vous dit par exemple c'est une évidence que c'est lié à je sais pas quoi, la dévastation environnementale. Non, pas vraiment. Même les gens qui pensent que c'est peut-être indirectement lié à des questions de déforestation n'en sont pas sûrs. Vous disent que c'est une possibilité. Déforestation parce que les animaux n'ont plus les mêmes refuges. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un film qui rétrospectivement paraît un peu prophétique, qui est d'ailleurs pas un grand film, enfin qui est amusant parce qu'il décrit un peu ce qu'on a vécu. C'est un film qui s'appelle Contagion de Steven Soderbergh, qui est par ailleurs un bon cinéaste, mais alors là pour le coup c'est pas son meilleur film, peu importe. Et donc on voit quelque chose qui se passe qui ressemble beaucoup à ce qu'on a constaté, enfin ce qu'on pense, on a vu, c'est-à-dire en gros il y a un arbre qui tombe, donc c'est des méchants déforesteurs, et puis donc il y a une chauve-souris, et puis la chauve-souris va faire une déjection dans un élevage porcin, et puis il y a une bonne américaine qui mange dans un restaurant de Macao, et puis elle prend du porc laqué, et puis elle revient à Chicago, et les États-Unis tombent malades. Bon, ça c'est l'explication possible, mais elle est seulement possible. Et en réalité, quand vous regardez, même les gens qui pensent que c'est peut-être lié à la déforestation sont prudents, et on sait bien que la déforestation, elle est principalement le fait de... je ne la défends pas naturellement, mais de choses qui se passent dans une zone intertropicale qui ne concerne que très marginalement la Chine. Donc la probabilité que ce soit ça est faible. Admettons qu'il faille envisager en tout cas de corriger ça, moi je suis prêt à l'entendre. C'est-à-dire qu'en gros il faut demander aux Chinois d'avoir la gentillesse d'arrêter de faire des marchés d'animaux sauvages non contrôlés. C'est ça le problème. Mais d'ici, de là à dire c'est les énergies fossiles, c'est le gaz de schiste, c'est les super dividendes, c'est les patrons qui... Parce qu'on a tout lu. Là on bascule dans le fantasme délirant. Et là ça continue. Encore aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, c'est venu aussi un peu en France d'Emmanuel Macron, penser l'impensable. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on n'est pas servi. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour l'intelligence et la culture d'Emmanuel Macron, mais il a une propension au romantisme débridé qui fait un peu peur parfois. Et donc, quand il dit je vais me réinventer moi-même, d'ailleurs, on lui demande rien. Quand on y pense, c'est assez surréaliste. L'idée de promettre qu'on va se réinventer soi-même. Enfin, d'abord, personne ne lui demande rien. D'autre part, qui peut se réinventer? Enfin, c'est pas la peine d'avoir beaucoup de psychologie. Bon, voilà, c'est ça. C'est pas vraiment le sujet. Mais derrière, effectivement, il y a des choses. J'ai compris le message.
sondages, nous allons tout changer, qui sont complètement délirantes. Et moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire, si vous voulez, c'est ce que je creuse, c'est qu'à force de penser, parce que c'est ça qu'on nous raconte, que on vit aujourd'hui une douleur terrible, qui est créée par nos péchés passés et qui exige une repentance et une pénitence, ce qui est très contestable à mon avis, qui d'ailleurs fait écho, on y reviendra peut-être, à une espèce de schéma chrétien qui est assez puissant dans la pensée collective française. Bon. Mais à force de rentrer dans ces espèces de trucs un peu délirants où on va réformer la condition humaine par décret, où on va tout changer, etc., on va peut-être oublier de traiter l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il faudrait avoir la gentillesse de demander aux Chinois d'arrêter de délirer. Il faudrait vérifier qu'aux frontières, on s'est organisé pour que quand quelqu'un est malade, éventuellement, on puisse l'empêcher de venir importer la contagion. Et puis, il faudrait aussi, parce qu'on a quand même vu à la fois l'héroïsme, mais là aussi la bureaucratie du système sanitaire français, il faudrait faire qu'il y ait pour les mêmes crédits publics considérables qu'on accorde à l'hôpital, plus d'efficacité, c'est à moins de bureaucratie. Parce qu'on est beaucoup de gens dans les milieux hospitaliers, ils vous disent, on a vu augmenter les budgets et on a vu diminuer le nombre de soignants au lit du malade. C'est là qu'est la pathologie. Il ne faut pas la chercher du côté de Dieu et du sens de la vie. Mais s'il fallait changer une chose dans cette société à l'aune de cette pandémie, ce serait quoi? La communication politique, la communication des institutions? Non, mais si vous voulez, dans la vie, il y a plein de choses qui ne sont pas satisfaisantes. Donc il y a toujours de la place pour essayer de changer des choses. Mais si on s'en tient aux leçons précises, effectives qu'on peut tirer de cette pandémie, les leçons, c'est celles que je viens de vous dire. C'est-à-dire, demandons aux Chinois d'arrêter d'être tolérants avec des usages qui sont dangereux pour la planète, typiquement le commerce et la consommation d'animaux sauvages. Vérifions que l'Europe et la France en particulier sont équipés pour prévenir la pandémie quand elle survient quelque part. On n'a pas été très bon pour l'empêcher de venir chez nous, c'est pas facile, mais on n'a vraiment pas été très bon. Et faisons, on a mal communiqué aussi. Et on a mal communiqué. Alors la communication, moi, c'est mon métier, donc je ne vais pas vous dire que c'est du second ordre. Je suis bien content que les gens s'intéressent à la communication, et ils ont raison de s'intéresser à la communication. Mais en l'occurrence, c'est pas principalement un problème de communication. Là où il y a une pathologie de communication, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Cécile Ménibus, c'est-à-dire que quand tout à coup les hommes politiques se sentent en demeure, mis en demeure par des événements, encore une fois, très triviaux et lointains, de réinventer tout et le reste, et qu'ils positionnent leur action politique et la manière dont ils en parlent sur cette base-là, ce qui me semble déraisonnable. Oui. Alors ce que vous évoquez aussi, Philippe Magnière, et là vous connaissez parfaitement le sujet en matière d'économie, c'est la mondialisation, bien sûr, parce qu'elle a été pointée du doigt aussi beaucoup, et vous revenez effectivement dessus en disant non, c'est pas aussi exact que ça. C'est-à-dire la mondialisation, si vous voulez, il y a quelque chose que je comprends que les gens pensent, parce que ça ressortit à l'intuition. On vous dit on n'a pas eu de masque. C'est vrai que la France n'a pas été terrible. Au début, même nos soignants n'avaient pas de masque. C'est quand même navrant. Alors on vous dit oui, c'est pas étonnant. Il y a d'affreux patrons qui, mus par le seul profit, ont délocalisé la fabrication de masques, et c'est donc à cause de la mondialisation qu'on a été malade. Bon, là, ça mérite quand même un peu d'explication. Alors d'abord, c'est pas la peine de fabriquer quelque chose pour en avoir autant qu'on en a besoin. Je prends un exemple au hasard. Le pétrole. Je veux dire, en France, on fait pas de pétrole. L'Allemagne fait pas de pétrole. L'Italie fait pas de pétrole. Enfin, si on en avait eu, on en a marginalement. Mais si vous voulez, on a besoin de stocks. C'est normal. Il faut qu'on ait des stocks de pétrole. On a des mois de pétrole d'avance. S'il y a une guerre, s'il y a un pays important qui cesse de produire. Mais devinez quoi, comme on n'en a pas, on l'importe. Simplement, on l'importe à l'avance, on le met de côté et on gère bien les stocks. Les masques, même si on les avait fait en France, s'il n'y avait pas de fonctionnaires qui avaient constitué des stocks, ça aurait rien changé. On n'en aurait pas eu le moment venu. Donc la pathologie, elle n'est pas du côté de la mondialisation qui fait que fait, les masques sont faits en Chine ou au Bangladesh ou que sais-je. La pathologie, elle tient au fait qu'on les a pas commandés et stockés. D'ailleurs, il y a 10 ans, on l'avait fait. Oui, mais d'un autre côté, ce que ça souligne aussi, c'est qu'on n'est pas souverain, indépendant et capable de s'autosuffire quand il y a des crises. C'est vrai, et ça, c'est un problème de la mondialisation. C'est l'interdépendance. Oui, mais l'interdépendance, moi, je vois bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire par des tiers. C'est évident. Il faut qu'on ait, je sais pas quoi, pour caricaturer de l'armement, il faut qu'on ait des principes de médicaments. Peut-être il y a des choses. Oui, le médicament, c'est. Mais les médicaments, vous voyez, par exemple, le paracétamol, on n'en a pas vraiment manqué. Mais à un moment, on a eu peur d'en manquer. Mais c'est pas nécessaire de le fabriquer en France pour en avoir autant qu'on veut. Il suffit de l'avoir stocké à l'avance. C'est ça le sujet. Trop dépendant de la Chine. Mais peut-être, mais en échange, la Chine est dépendante de nous. Le monde entier est dépendant, si vous voulez. Le bénéfice des 200 années de capitalisme qu'on vient de vivre, qui sont critiquables à certains égards, mais c'est principalement un enrichissement extraordinaire qui tient au fait de la spécialisation. Nous fabriquons des masques à coût élevé, donc c'est idiot de les faire alors qu'on peut les acheter pas cher. Et il y a des gens qui vont s'enrichir en les fabriquant et en nous les vendant. L'important, c'est qu'on en ait à l'avance. Donc, si vous voulez, il ne faut pas tout remettre en cause juste parce qu'il peut y avoir à un moment ou un autre une petite angoisse. Principalement, les
les échanges internationaux, c'est ce qui nous a permis de nous enrichir dans des proportions dont nos parents, je ne parle même pas de nos grands-parents, n'auraient jamais eu le soupçon. Oui, mais il faut peut-être revoir les choses pour demain quand même, non, Philippe Manière, non? Moi, le système tel qu'il a existé va être revu, système capitaliste classique. Mais le système capitaliste, si vous voulez, les gens là-dessus ont une grande naïveté que malheureusement les politiques entretiennent. Là, je reviens sur votre question, Cécile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas raconter de gaudrioles aux gens. Le système capitaliste, c'est pas un système, c'est un état du monde qui est très largement spontané. C'est-à-dire que vous, moi, quand on pousse nos caddies et qu'on fait tomber telle ou telle chose dedans, c'est nous qui déterminons le sourcing, comme on dit en français, c'est-à-dire d'où ça vient, où ça a été fabriqué. C'est une question de prix, c'est une question de rapport qualité-prix, et il n'y a personne, il n'y a pas, si vous voulez, un Nyom à Zurich ou je sais pas où, qui décide de la mondialisation. La mondialisation est un phénomène spontané. Est-ce qu'il faut le limiter? Spontané organisé en partie. Non, il est organisé par personne. En revanche, on peut l'organiser. Oui, mais vous voyez que dans quel état elle est. D'ailleurs, en grande partie à cause de Trump, parce que l'OMC n'existe pratiquement plus, malheureusement. Bon, mais l'OMC est très importante, mais c'est pas elle qui va empêcher un mouvement fondamental qui est que il est dans notre intérêt à tous d'avoir des choses qui sont fabriquées là où elles sont fabriquées dans les meilleures conditions de qualité-prix. Et c'est encore une fois ce qui explique la prospérité de l'Occident. Alors, dans les critiques qui ont été adressées, il y avait beaucoup de choses aussi sur l'alimentation, sur le thème « Voyez bien ce qu'on vous avait dit, ah là là, on a un accident, c'est bien la preuve que les odieuses multinationales, etc. » Plus généralement, d'ailleurs, il y avait le méchant homme qui salit tout et la gentille nature, etc. Au passage, je fais observer que les inondations, c'est la nature et que les médicaments, c'est plutôt l'homme. Donc, il faut peut-être arrêter d'avoir cette vision un peu binaire et iréniste d'une nature bienveillante. Le paludisme, c'est pas nous qui l'avons inventé. Par contre, le médicament pour le soigner, c'est nous. Donc, il faut arrêter un peu cette idée de nature merveilleuse, etc. Mais revenons un instant sur l'alimentation. Ce que montre cette affaire du pangolin, c'est pas du tout que les grandes entreprises multinationales sont responsables de quoi que ce soit. Je vous dis pas qu'elles sont parfaites. Elles sont là pour défendre leurs intérêts. Elles cherchent le profit. Elles sont pas là, contrairement à ce qu'elles nous racontent, pour sauver l'humanité. Mais cette espèce de glissement sémantique de il faut pas manger n'importe quoi qui vient du pangolin et qui arrive avec les grands noms de l'agroalimentaire et qui est très prévalent dans le débat public français. Il est complètement idiot quand vous regardez concrètement le nombre d'empoisonnements. Jamais, si vous voulez, on a été aussi inquiet de ce qu'on mangeait et jamais il y a eu aussi peu d'empoisonnement. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a heureusement il y a des règles sanitaires, la mondialisation. Et il y a aussi le souci des grandes boîtes de pas être épinglées par les journaux. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous êtes une grosse boîte avec une force de marque, plus vous avez intérêt à ce que les gens ne soient pas empoisonnés. Et à l'arrivée, vous avez moins d'empoisonnement que jamais. Alors on peut critiquer ces boîtes-là, c'est pas les amis du genre humain, mais il ne faut pas les accuser de nous empoisonner. Leur objectif, c'est de gagner de l'argent et elles ne pourraient pas le faire si on pouvait soupçonner qu'elles nous empoisonnent. Allez lire Le Pangolin et l'ISF, comment le monde d'après nous rend tous fous, aux éditions de l'Observatoire. Absolument, c'est Philippe Manière. Il faut le télécharger, c'est rien, c'est 1,90 €. Bah ouais, voilà. Bon, allez, voilà. Merci en tout cas d'être venu ce matin et de nous avoir éclairé. Dans un instant.